L'expérience m'a appris que quelquefois, quand vous avez un problème avec une tierce personne, il serait préférable de trouver la personne et de discuter avec cette dernière et de trouver des solutions entre vous à l'amiable. Chose qui n'est pas toujours évident, pas toujours en tout cas. Quelquefois, c'est difficile de discuter avec une personne avec qui on est en conflit. Il faudrait apporter une tierce personne pour peut-être soulager un peu la peine dans la discussion. Mais il y a des fois où il est impératif de mettre à côté sa dignité ou son honneur ou peut-être sa fierté et avoir une discussion limpide, une discussion honnête et reconnaître ses erreurs. Mais dans ce cas, c'est très difficile parce que cela implique un grand niveau de maturité. Il faut devoir être à la hauteur de reconnaître ses erreurs, ses fautes. Et aussi, qui initierait cette conversation? Parce que généralement, quand vous voulez initier une conversation avec une personne avec laquelle vous êtes en conflit, premièrement, il y a une certaine reconnaissance d'infériorité, c'est-à-dire la personne qui approche la seconde personne, exigeant ou demandant à ce qu'il y ait une conversation, paraît comme une personne faible. C'est-à-dire, il a besoin de moi, voilà pourquoi il veut qu'on discute. Mais malgré tout ça, si vous mettez toute cette poussière, toute cette fumée à côté, vous réaliserez que dans beaucoup de cas, il est préférable de discuter vous-même ou de trouver des solutions vous-même avec la personne pour laquelle vous êtes en conflit. Pourquoi? Parce que il arrive des moments où, quand vous apportez une tierce personne, une troisième personne dans votre conflit, le conflit s'élargit et ça devient beaucoup plus compliqué. Et ce sont des choses beaucoup plus évidentes entre des amitiés et aussi dans des foyers, où quelquefois il faudrait en effet laisser un couple résoudre ou résorber ses problèmes seul, sans essentiellement insérer un être étranger qui pourrait apporter une lèpre inguérissable dans cette situation. Les États-Unis d'Amérique s'est érigé en maître d'honneur pour apporter une certaine solution entre la Russie et l'Ukraine dans cette guerre qui dure beaucoup trop longtemps depuis là. Nothing worth doing ever came easy. Treat the word impossible as nothing more than motivation. They want to take away my freedom because I will never let them take away your freedoms. They're not coming after me, they're coming after you, and I just happen to be standing in their way. M. Donald Trump a fait une promesse évidente au monde, disant qu'il finirait cette guerre à partir du moment où il serait élu comme président. C'était sa promesse. Okay? Tout le monde regardait, tout le monde attendait. Trump, tel que vous le connaissez, est une personne pas de grande simplicité, voulait évidemment montrer au monde que je suis en capacité de le faire. Mais on se pose beaucoup de questions jusque-là. Quels étaient vraiment les motifs de Donald Trump? Voulait-il vraiment trouver la solution à cette guerre? Était-il certainement partisan d'une paix entre la Russie et l'Ukraine? Ou simplement voulait-il retrouver les intérêts des Américains? Donald Trump vient de faire une nouvelle demande à l'Ukraine. Et c'est une demande qui acharne tout le monde. C'est bouleversant, c'est incroyable. Les experts disent qu'ils n'ont encore jamais vu de pareil dans le passé. C'est incroyable. En effet, il y a quelque temps, Trump avait invité Zelensky à l'honneur, à la Maison-Blanche. C'était pour discuter et trouver peut-être un moyen à travers lequel sortir de cette guerre. Les propositions de Trump étaient très claires. Il voulait 50% des bénéfices de tout ce qu'il y a comme richesse en Ukraine. L'Ukraine en soi n'est pas un pays pauvre. À la fin de sa demande, les Ukrainiens n'étaient pas tout à fait partants dans cette histoire. Mais ensuite, après beaucoup de pression, ils voulaient une certaine assurance. C'est-à-dire, ils voulaient que les États-Unis disent, nous signons le deal. Mais si quelque chose arrivait, c'est-à-dire si la Russie attaquait encore une fois, comment les États-Unis réagiraient-ils dans cette occasion? Les Ukrainiens voulaient savoir, vous voulez signer un deal de 50%, 50%, pour ce qui nous appartient. C'est-à-dire notre pétrole, notre gaz, notre uranium, notre lithium et tout le reste. Quelles sont les assurances que nous recevons de vous? Monsieur Trump, comme un master, à chaque opportunité s'est évadé. Il n'a pas donné de réponse directe. Sa réponse était, bon, écoutez, la Russie n'attaquera pas. On lui a encore reposé la question de savoir, mais au cas où la Russie attaquait de nouveau, pendant que nous signions ce deal, comment est-ce que les États-Unis d'Amérique réagiraient? Monsieur Trump, encore une fois, disait que la Russie n'attaquerait pas. Finalement, après avoir mis beaucoup de pression sur Zelensky, comme vous avez vu, après avoir quitté la Maison-Blanche pour l'Europe, il est ensuite revenu à ses boutons. Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient coupé toute coopération avec l'Ukraine. Sur le plan militaire, on n'envoyait plus de l'aide. Et ensuite, les États-Unis d'Amérique, à travers la CIA, avaient arrêté de partager les informations importantes de renseignement avec les Ukrainiens. Je vous rappelle que la CIA a un système de détection early detection, pour dire, à chaque fois qu'il y a une attaque, par exemple, venant de la Russie, des missiles qui sont tirés, le système de early detection peut vous signaler immédiatement qu'il y a des missiles qui ont été frappés.
Et ce système peut estimer la destination de ces missiles et les cibles. Ceci vous donne évidemment l'opportunité de pouvoir vous préparer, savoir comment contrer ces missiles ou carrément vous déplacer. Alors, quand la CIA a dit on ne va plus partager ces histoires, les Ukrainiens dans le champ de bataille étaient devenus comme un borgne, si pas un aveugle. Alors, très vite, M. Zelensky est rentré aux États-Unis disant nous sommes prêts à signer. Nous voulons signer cet accord de 50%, 50%. President Zelensky sent a letter to the president. I think the president thought that it was a really good, positive first step. And from that, we're now in discussions to coordinate a meeting with the Ukrainians in Riyadh or even potentially Jeddah. So the city's moving around a little bit, but it will be Saudi Arabia. And I think the idea is to get down a framework for a peace agreement and an initial ceasefire as well. Absolument absurde, n'est-ce pas, pour beaucoup de personnes qui ne sont pas en guerre, ok? Quand on n'est pas en guerre, on peut facilement dire pourquoi signer 50% de tout ce qu'on a comme richesse. C'est complètement absurde. Les Ukrainiens étaient obligés de le faire. Monsieur Zelensky était prêt à signer sans assurance. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique, cherche à obtenir le contrôle total, donc l'ensemble de minéraux et actifs énergétiques rares de l'Ukraine. Ce n'est plus 50%. Il veut 100% de tout ce que l'Ukraine a à produire. Toutes les richesses. Le pétrole, le gaz, le lithium, l'uranium, et j'en passe. Pour les bénéfices des États-Unis d'Amérique. Et par-dessus le marché, il ne donne aucune assurance. Donc il y a des points essentiels ici que Trump vient de souligner pour finalement trouver une paix. Et ce sont des points qui clairement sont en train de pousser le bouton. Et on va essayer de voir ce que ça veut dire. Les dernières propositions de Trump vont bien au-delà de l'accord des minéraux qui a échoué le mois dernier, dans la visite désastreuse de Zelensky à la Maison-Blanche. Le nouvel accord prévoit que les États-Unis percevraient l'intégralité des redevances sur les actifs jusqu'à ce que l'Ukraine ait au moins remboursé 100 milliards de dollars de sa dette de guerre et n'en remettrait ensuite que 50% à Kiev sans offrir de contrepartie de garantie de sécurité face à l'agression russe. L'accord sur les terres rares est presque terminé. Ils vont le signer sous peu. Jusqu'ici, nous donnions de l'argent à l'Ukraine. C'était une situation très injuste. Nous avons donc conclu un accord sur les terres rares. Enfin, il parle d'agression russe, évidemment. Donc, en d'autres termes, en termes faciles, les États-Unis veulent 100% de tout ce que l'Ukraine a à offrir. 100% de pétrole, 100% de gaz, 100% de lithium, 100% de manganèse, 100% de tout ce qu'il y a comme richesse stratégique, jusqu'à ce que l'Ukraine ait remboursé 100 milliards de dollars qu'ils ont envoyés en Ukraine pendant cette guerre. Ce n'est qu'après cela que l'Ukraine recevra ensuite 50% de leurs propres biens. Les États-Unis d'Amérique de Donald Trump veulent un droit de veto sur l'Ukraine, c'est-à-dire le droit de choisir qui fera du business avec l'Ukraine. Un droit exclusif. C'est-à-dire, l'Europe ne pourra plus faire du business avec l'Ukraine, ou qui que ce soit. Donc, ils veulent pouvoir choisir qui peut faire le business avec l'Ukraine ou pas. En d'autres termes, l'Ukraine perd son indépendance. L'Ukraine perd son droit de choix, son droit de sélection. Donc, je veux travailler avec la Chine. Les Américains disent, niet, tu ne travailleras pas avec la Chine. Oh, l'Arabie Saoudite veut acheter telle ou telle histoire de mon pays. Ah, niet, tu ne le feras pas avec l'Arabie Saoudite. C'est fini. Et donc, ça, c'est légal. Ce n'est pas une question de pression. On veut légaliser cette histoire sur papier. Numéro 3. Qu'est-ce qui sera pris en contrôle? Selon les dernières propositions, tous les actifs miniers, énergétiques de l'Ukraine, ainsi que les infrastructures connexes, telles que les ports, les voies ferrées, les routes, les installations de production, seraient placées sous le contrôle d'un nouveau fonds d'investissement pour la reconstruction américo-ukrainienne, basé à Delaware. Je répète, tout ce qu'il y a comme infrastructure, ponts, ports, voies ferrées, bateaux, tout ce qu'il y a comme électricité, tout ce qui a production d'énergétique sera mis, leur production, dans un fonds privé aux États-Unis d'Amérique, à Delaware, donc sous contrôle américain. Numéro 4. On choisira 5 membres d'administration dans cette histoire. Et sur 5 membres, 3 seront américains. 3 des 5 membres du conseil d'administration de ce fonds seraient choisis par les États-Unis d'Amérique, ce qui donnerait à Washington le droit de veto total sur les ventes des ressources à des tiers. Donc l'Ukraine, en d'autres termes, en français facile pour nous qui sommes bêtes, perd totalement son droit sur tout ce qu'il a comme richesse, sur tout ce qu'il a comme richesse au profit des États-Unis d'Amérique. Vous voyez un peu dans la vie. Vous savez, dans la vie, quand on vous pousse, quelquefois, il faut refuser. On va continuer tout de suite là. Quand on vous pousse un peu, il faut réagir. Quand quelqu'un vous touche de manière inappropriée à la manche, il faut immédiatement répudier ça.
Il faut immédiatement réagir. Monsieur, ne me touchez pas. Pourquoi vous me touchez? Il faut immédiatement faire ça. Si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui se passera après? Il va toucher la manche. Il va toucher l'épaule. Il va toucher le cou. Changeons un peu ça. Si quelqu'un touche votre mère comme ça, vous le regardez comme ça sans rien dire? Écoutez, prochainement, ne soyez pas étonnés qu'il touche les derrière de votre mère. Alors là, vous voudrez vous battre? Ça sera trop tard. Comment est-ce qu'il en est arrivé là? Comment en est-il arrivé là au point de toucher les derrière de votre mère? C'est-à-dire que vous étiez distrait, il a compris que vous étiez un faible. Dans la vie, quelquefois, faut-il discuter peut-être avec la personne avec qui vous êtes en conflit au lieu de passer à travers une tierce personne, comme on le disait précédemment. Quelquefois, peut-être que discuter avec la personne directement, trouver des solutions sans impliquer d'autres personnes, serait la meilleure des solutions que vous pourriez avoir. Alors, qu'est-ce que Zelensky dit dans cette histoire? Vladimir Zelensky dit que les États-Unis modifiaient constamment les termes de l'accord sur les minéraux proposés avec l'Ukraine. C'est un document complètement différent. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été discutées et aussi certaines choses qu'on avait déjà écartées. Mais a ajouté qu'il ne voulait pas que Washington pense que Kiev était opposé à l'accord. Vous comprenez ce que Zelensky dit là? Est-ce que ce Zelensky est le reflet du Zelensky qu'on a vu à la Maison-Blanche? Je répète, est-ce que ce Zelensky que vous voyez ici est le reflet du Zelensky à la Maison-Blanche? Absolument pas. Tout a changé. Zelensky est en froid. Zelensky a peur. Parce que qu'est-ce qu'il souligne? Il dit, je ne veux pas donner l'impression que nous ne voulons pas signer. OK? Il a ajouté qu'il ne voulait pas que Washington pense que Kiev était opposé à l'accord. Donc, premièrement, il dit, Washington était en train de modifier constamment les termes, OK, des minéraux, bien qu'ils étaient prêts à signer le premier terme de 50%, maintenant ils veulent 100%, mais il ne veut pas donner l'impression à Washington qu'ils ne veulent pas signer. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis opposé à l'idée qu'on est en train de pousser, mais je ne peux malheureusement pas donner l'impression qu'on veut résister. Pourquoi? Parce qu'en donnant l'impression la toute première fois, ils ont été frappés dur. Comment ont-ils été frappés dur? Les États-Unis ont arrêté d'envoyer les aides. OK? Les États-Unis ont directement arrêté les partages d'informations critiques avec l'armée. Et avec ça, vous savez exactement ce qui s'était passé. M. Poutine a bombardé, ils ont détruit, ils ont pris, c'était chaud. Alors il essaie de gagner le temps. C'est clair. M. Zelensky n'est pas d'accord. Mais il ne veut pas le faire savoir ouvertement. Parce qu'on sait qu'avec Donald Trump, ça ne fonctionne pas. Quand vous avez à dire, il faut attendre un peu et savoir les moyens à travers lesquels transmettre, comme le joue très bien M. Poutine. Poutine n'a pas encore négocié depuis là. La négociation a commencé depuis longtemps, mais il ne dit rien, absolument rien. Mais il joue à un jeu sans vouloir frustrer Trump, si vous le comprenez. Il dit, je suis prêt à discuter. Nous voulons discuter avec nos partenaires américains. Nous sommes d'accord avec les propositions visant à mettre fin aux hostilités. Mais nous pensons que cet arrêt doit être un arrêt qui mène à une paix durable et qui s'attaque aux causes profondes de cette crise. Nous sommes d'accord, mais pas tout à fait d'accord. On va discuter avec nos partenaires. Non, il gagne son temps. Il ne dit pas non, mais en fin de compte, il dit non. Je donne un exemple simple. Les États-Unis disaient avoir finalisé l'accord de paix autour de la mer Noire, entre l'Ukraine et la Russie, pour pas que la guerre se fasse dans la mer Noire. Les États-Unis ont dit qu'ils avaient finalisé l'accord. Les Russes aussi apparemment étaient d'accord. Mais en fin de compte, après qu'ils aient eu accord de cesser le feu dans la mer Noire, les Russes ont dit on ne pourra accepter un cessez-le-feu dans la mer Noire seulement à quelques conditions. Quelles conditions? Numéro 1, qu'on nous reconnecte sur SWIFT. Okay? C'est-à-dire le système monétaire bancaire qui a été bloqué en Russie. Poutine a exigé que la Russie soit reconnectée sur SWIFT avant d'agréer à cet accord. Vous voyez un peu, il avait accepté, ou presque accepté, sans vraiment le dire. Ensuite, il dit non, pas du tout. Non, il gagne son temps. Maintenant, la balle, c'est vers l'Ukraine. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? On se pose la question. Monsieur Vladimir Poutine a aussi dit quelque chose de très chaud. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faudrait qu'il y ait un gouvernement temporaire. En d'autres termes, une gérance temporaire de l'Ukraine par la communauté internationale. C'est-à-dire, en d'autres termes, que M. Zelensky doit quitter le pouvoir et son gouvernement. Et que le pays, c'est-à-dire l'Ukraine, doit être géré par une commission internationale temporaire neutre pendant un temps pour que les accords qui sont signés soient vraiment respectés et que les choses procèdent. Le but serait d'organiser des élections démocratiques pour porter au pouvoir un gouvernement capable qui jouisse de la confiance du peuple et ensuite entamer des négociations avec eux sur un traité de paix. On se pose la question ici. Une question très claire, évidente. La première est celle-ci. Est-ce que M. Trump est honnête dans ce qu'il fait? Est-il en train de le faire pour l'intérêt des Ukrainiens? Vraiment? Point d'interrogation. Est-ce que M. Poutine a vraiment envie d'arrêter la guerre telle qu'elle est aujourd'hui? Ou ses intentions sont celles d'aller jusqu'à la fin et d'aboutir à ses objectifs? Et la troisième question est celle-ci. Entre les deux, y a-t-il vraiment quelqu'un qui est pour l'Ukraine? Ou bien l'Ukraine est en effet l'ennemi? Ou a des ennemis partout sans le réaliser? En gardant l'exclusivité et le droit de veto sur le commerce ukrainien. En d'autres termes, on est en train de séparer l'Ukraine de l'Europe pour toujours.
disant que l'Europe ne bénéficierait jamais des biens que porte l'Ukraine. Je vous rappelle que l'Ukraine est très riche. C'est l'une des raisons pour lesquelles ils avaient refusé de signer le contrat dès le départ. Alors, les Américains sont-ils en train de séparer l'Ukraine de l'Europe? Secondo, Vladimir Poutine est-il en train de malicieusement créer une animosité entre les États-Unis et l'Europe? Comment ça? Parce qu'en demandant d'être réinclus dans SWIFT, il est évident qu'il est impossible d'être réinclus dans SWIFT sans l'accord des Européens. Parce que les Européens jouent un rôle très important dans l'existence de SWIFT. Les Américains ne peuvent pas le faire seuls. Donc, si Poutine dit « je veux être réinclus dans SWIFT », pendant que les Européens et les Américains sont en froid, est-il en train de pousser Trump à dire aux Européens « remettez-lui dans SWIFT pour trouver la paix », en cela créant des frictions inévitables? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc, numéro 1, Trump veut 100% de tout ce qu'il y a en Ukraine. Okay? Ils veulent le contrôle de tout ce qu'il y a comme voie ferrée, comme minerais, comme bateaux, comme ports, comme électricité, comme énergie. Ils veulent tout ce cas jusqu'à ce que l'Ukraine paye 100 milliards de dollars qu'ils ont reçus des États-Unis. Voilà pourquoi on vous dit qu'il n'existe pas de free lunch. Le free lunch n'existe pas. La main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Numéro 2, Trump veut le droit de veto sur l'Ukraine, c'est-à-dire décider qui peut commercer, qui peut échanger, qui peut acheter ou vendre à l'Ukraine. Avec qui l'Ukraine peut coopérer. Un droit de veto. Donc même si l'Ukraine veut, les États-Unis peuvent appliquer son droit de veto contre tout ce que l'Ukraine décide. Les États-Unis d'Amérique veulent ouvrir un compte avec une commission de 5 personnes. Avec les 3 personnes seront américains et ce compte, ce fonds qui aura de l'argent issu de l'Ukraine pour objectif d'être reconstruit sera placé à Delaware aux États-Unis d'Amérique. Vladimir Poutine veut la fin de Zelensky. Il veut pas de Zelensky au pouvoir, mais une commission internationale pour gérer le pays temporairement jusqu'à ce que les accords soient signés et respectés comme ils se doivent. Est-il en ce moment peut-être plus important pour l'Ukraine de trouver une solution directe avec Poutine au lieu de passer par Trump? God bless.